Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Comme chaque vendredi, avec nous, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève, merci d'être avec nous. Bonsoir Guity, merci de m'accueillir. Bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Martinique, depuis hier, jeudi 6 avril, l'ensemble des personnels des services de réanimation, des soins intensifs, post-opératoires et de neurologie sont en grève. Ce vendredi 7 avril, les employés de la mairie de Bellefontaine ont fait valoir leur droit de retrait. En Guadeloupe, Combat ouvrier soutient avec une grande détermination la candidature de Nathalie Arthaud aux prochaines présidentielles. Aujourd'hui, au campus universitaire, une cinquantaine de personnes ont reçu un diplôme obtenu par le moyen de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Le saviez-vous? Il existe une association nationale des élus en charge du sport. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, parlons de la Guyane, où les manifestations semblent avoir pris une allure un peu plus violente. En effet, le préfet a refusé de recevoir le collectif dont les membres ont été refoulés aux portes de la préfecture. Au cours des échauffourées qui se sont produites, à ce moment-là, le chef adjoint de la sécurité de la préfecture a reçu un coup à la nuque. Il s'est évanoui. Il a été évacué par le SAMU. À l'heure où nous vous parlons, il a repris connaissance. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour se dégager. Les manifestants ont décidé de passer la nuit devant le bâtiment. Qu'en pensez-vous, Geneviève, de la tournure? C'est extrêmement difficile de maintenir un mouvement pendant si longtemps sans qu'il y ait finalement des problèmes de violence. Je pense que jusqu'à maintenant, la situation a été bien maîtrisée. J'espère que ça ne sera qu'un phénomène et que ce n'est pas le début d'une violence qui se déchaînerait. Soyons optimistes. Merci Geneviève. Et puis les employés de l'hôpital de Mango-Vulsin menacent de se mettre en grève pour protester contre le transfert de certains de leurs services vers l'hôpital Piers Dakitzman. Ils estiment que les locaux qu'on leur réserve sont pratiquement insalubres. Depuis hier, jeudi 6 avril, l'ensemble des personnels des services de réanimation, des soins intensifs, post-opératoires et de neurologie sont en grève, soutenus par la CGTM, la CDMT et Force ouvrière. Infirmières, aides-soignants et agents de service avaient déjà fait part de leur mécontentement bien avant leur déménagement sur le nouveau plateau technique du CHUM, mais sans succès. Après avoir déposé un préavis de grève fin 2016, ils ont attendu une réponse de la direction, également en vain. C'est donc pour cela qu'hier, ils ont finalement décidé de se lancer dans un mouvement de grande ampleur, dans l'espoir que leurs revendications soient enfin entendues. Les grévistes déplorent tout d'abord le silence de la direction, vécu comme un véritable manque de considération. Si l'absence de réponse au préavis pose donc problème, l'amélioration des conditions de travail des différents personnels reste au cœur des préoccupations. A particulièrement été pointée du doigt l'absence de respect du planning imposé au personnel, qui sont très souvent amenés à venir travailler pendant leur journée de repos, faute de procédure de remplacement. En effet, selon eux, en cas d'arrêt maladie par exemple, ils doivent prendre le relais des collègues absents. Compte tenu de toutes les difficultés exposées, compte tenu des frustrations et des incompréhensions, les grévistes espèrent une réunion avec la direction dans les délais les plus brefs. Affaire à suivre donc. Cela se passe en France, dans un petit village de 1400 habitants situé à 50 km de Lyon. Un homme, serrurier de profession, a tué sa femme, une Guadeloupéenne, travaillant dans le secteur de la santé, avant de retourner son arme contre lui. Il ne supportait pas la séparation voulue par sa femme. La grève entamée hier par une partie des employés du CHUM, Centre hospitalier universitaire de Martinique, se poursuit aujourd'hui, vendredi 7 avril. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre les grévistes et leur direction.
Mais elle a immédiatement capoté, les grévistes ayant quitté la table des négociations. Dès les premiers mots, ont-ils expliqué, ils ont acquis la conviction que la partie adverse n'était pas venue dans le but de conclure un accord. Nous vous l'avons dit, les principales revendications tournent autour du manque d'effectifs, des mauvaises conditions de travail et de la désorganisation des services liés à la mise en place du nouveau plateau technique. Ce matin, les grévistes ont organisé une marche sur la voie rapide entre la Galeria et le centre hospitalier, créant de sérieux embouteillages. On notera que pour une fois, ce mouvement est né de manière spontanée chez les agents et non pas suite à une concertation syndicale, échec de la rencontre. Comme nous vous l'avions signalé à plusieurs reprises, le monde syndical, qui a démontré en février 2009 son incapacité à gérer positivement une mobilisation massive des Martiniquais, n'est plus en mesure de réaliser une mobilisation générale et de grande ampleur. C'est ce qu'a prouvé l'échec de la manifestation organisée hier dans la soirée à la maison des syndicats par plusieurs syndicats. Ils avaient appelé la population à venir soutenir le mouvement de grève qui se déroule actuellement en Guyane. Moins d'une cinquantaine de personnes étaient présentes en comptant les organisateurs, ceux-là même qui ont échoué en 2009. La manifestation s'est donc transformée en une simple réunion. La situation semble la même en Guadeloupe. Mais là-bas, Elie Domota, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, UGTG, a pu se consoler en rencontrant hier, jeudi 6 avril, Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres engagées entre l'exécutif régional et les responsables syndicaux guadeloupéens. Il a été notamment question de l'insertion des clauses sociales dans les marchés publics pour favoriser l'emploi des jeunes guadeloupéens. Il s'agit véritablement de conjuguer ambition économique et justice sociale pour une meilleure répartition des richesses à l'occasion de marchés publics. Ce dispositif, prévu par la loi, accueilli très favorablement par le président Chalus, est également défendu par les syndicats. Geneviève ? Oui, on constate qu'en Martinique et en Guadeloupe, chat échaudé craint l'eau froide. En fait, les gens ont quand même gardé un souvenir assez cuisant de la grève de 2009. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi à cette occasion. Et surtout qu'en plus, ils voient que cela s'enlise un petit peu en Guyane, notamment les chefs d'entreprise qui faisaient partie des 500 frères. Là, ils commencent à sentir la difficulté en Guyane aussi. Donc, je pense que les gens sont plus en situation d'observation. Et je pense que peu de gens sont prêts à prendre la relève. En fait. On n'y croit plus alors ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on pense certainement que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Bon, ceci dit, c'est vrai que la Guyane a quand même obtenu certaines choses, mais elle en a véritablement besoin. Donc là, aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Visiblement, les 500 frères et une partie de la population ne sont pas d'accord, mais il commence à y avoir une petite scission, parce qu'avant, tout le monde était comme un seul homme derrière les 500 frères. Et là, maintenant, il faut voir comment évolue la situation. Merci Geneviève. Ce vendredi 7 avril, les employés de la mairie de Bellefontaine ont fait valoir leur droit de retrait. Depuis une quinzaine de jours, ils sont mobilisés suite à l'accusation d'agression sur une policière municipale qui pèse sur le maire Félix Ismin. L'inspection du travail a par ailleurs refusé de se saisir de cette affaire. Rappelons que le premier édile aurait volontairement bousculé l'agent des forces de l'ordre qui se serait blessé en tombant au point qu'une intervention des pompiers ait été nécessaire. Plusieurs syndicats, dont la CSTM et la CFTC, ont demandé à Athanase Jeanne-Rose, le président de la CACEM, de mettre en place une unité de police pour assurer la sécurité dans le TCSP. Ils souhaitaient en fait la création d'une police municipale intercommunale de transport qui œuvrerait dans les 4 communes de la CACEM. 2 problèmes se posent. Le premier, c'est qu'on ne saisit pas officiellement le président d'une communauté par un tweet, comme ils l'ont fait. Et le second problème, c'est que c'est le président de Martinique Transport, Alfred Marie-Jeanne, qui est compétent en la matière.
Geneviève. Je pense qu'on pourrait peut-être profiter de la mise en route du TCSP pour dispenser quelques cours de savoir-vivre, de savoir-être aux chauffeurs de bus, parce qu'ils ne sont pas toujours extrêmement accueillants et sympathiques non plus. C'est vrai qu'ils sont parfois attaqués, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais enfin il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas toujours faciles, et je pense qu'ils devraient, un certain nombre d'entre eux devraient rectifier leur comportement vis-à-vis des clients. Le message est passé. En Martinique, il n'y a pas si longtemps que cela que l'on parle du droit de retrait, cette possibilité qu'ont les salariés, dans certaines conditions, d'arrêter de travailler tout en étant rémunérés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une grève. Cette stratégie est également mise en œuvre en Guadeloupe. Même si aujourd'hui en Guyane, les revendications liées à l'insécurité ont rapidement laissé le pas à beaucoup d'autres sujets de mécontentement, la grève qui paralyse le pays depuis bientôt 3 semaines a tout de même rappelé la violence qui règne au sein de la société guyanaise. Elle a également été l'occasion pour beaucoup de souligner que les Outre-mer en général sont tous victimes de ce phénomène, ce qui n'est pas forcément une bonne image pour notre tourisme. En tout cas, c'est une réalité que vient confirmer ce qui s'est passé hier jeudi en Guadeloupe. Un agent de la Caisse générale de sécurité sociale ayant été agressé, les employés de l'accueil de Capesterre-Belle-Eau ont fait valoir leur droit de retrait et cette agence a été fermée. Elle le restera jusqu'à nouvel ordre. Il est indéniable que le sport a des conséquences financières mais aussi écologiques. De son point de vue, il nous semble intéressant de faire le parallèle suivant. Tandis que chez nous se déroule avec le succès que l'on sait, le Martinique Surf Pro, en Guadeloupe, c'est la Caroujet qui attire le public du 5 au 9 avril. De compter une compétition parfaitement écologique et relativement abordable, quant à l'équipement qu'il nécessite, une planche de surf, de l'autre une compétition particulièrement polluante et dont les équipements sont extrêmement onéreux, un jet ski. Le salon Valora continue jusqu'à demain au stade Pierre-Aliquer. Initié par Philippe Pied, il s'agit d'une manifestation qui met l'accent sur l'économie sociale et solidaire et sur une production plus écologique. Le stand de l'association La Sautet a connu un vif succès, La Sautet étant un moyen solidaire et très écologique de cultiver la terre. En Guadeloupe, Combat ouvrier soutient avec une grande détermination la candidature de Nathalie Arthaud aux prochaines présidentielles. Ce mouvement organise samedi une conférence de presse à la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre, pour expliquer les raisons de son choix. En Martinique, rien de tel. La mobilisation de Combat ouvrier est pour le moins discrète. Il est vrai que l'on n'a pas forcément le cœur de militer pour une ou un candidat dont les chances de succès sont pratiquement nulles. Il est bien entendu plus facile de se rallier à un candidat ou à une candidate que les sondages favorisent. Beaucoup, on le sait, ont fait ce choix. Aujourd'hui, au campus universitaire, une 50aine de personnes ont reçu avec fierté, en général, un diplôme obtenu par le moyen de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Certains ont obtenu un BTS, d'autres une licence, d'autres encore un master. Ils sont donc tous passés par le service universitaire de formation continue que gère l'université. Geneviève. Alors ça, je pense que c'est extrêmement important, la VAE, parce que le système français est tel qu'on effectue un tri très très tôt, c'est-à-dire on cherche très tôt à savoir qui sont les meilleurs et les autres sont un petit peu laissés en plan. Et après, lorsqu'on arrive dans le monde du travail, c'est un petit peu la même chose. Eh bien, lorsqu'on a des diplômes prestigieux, on trouve un poste également prestigieux. Et les autres personnes qui, en fait, n'ont pas encore fait leurs preuves à travers les diplômes, eh bien, ont énormément de difficultés à monter, si vous voulez, dans l'entreprise. Et donc, il est très intéressant effectivement que ces personnes puissent obtenir des diplômes grâce à leur expérience. Mais vous voyez qu'on en reste quand même dans ce système très français du diplôme, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'une personne a de l'expérience, que sur son curriculum vitae c'est indiqué et que donc elle peut
éventuellement, si elle change d'emploi, au vu de son curriculum vitae et de son expérience, trouver un emploi qui soit au niveau de son expérience. Et vous voyez, pour qu'elle soit acceptée, il faut quand même qu'elle ait un diplôme. Ça, c'est très latin, c'est pas très pragmatique. Ça fait certainement plaisir aux gens qui ont ce diplôme. Mais il me semble que le système de formation continue, de façon générale, en France, doit être encore largement élargi et simplifié. Merci Geneviève. De nombreuses personnes se demandent si la situation en Guyane est de nature à faire en sorte que soient reportées les élections présidentielles en France. La réponse semble être la suivante. Si on ne peut pas effectivement voter en Guyane, le Conseil constitutionnel va examiner les résultats du vote et voir si le vote guyanais aurait pu changer de façon significative le résultat des élections. Si les scores sont extrêmement serrés et que c'est le cas, on pourrait éventuellement refaire les élections. Mais cela est très peu probable. Les salariés d'Air France grincent des dents. Ils admettent mal que le président de la société gagne 50 000 € par mois, avec en plus des primes si les objectifs sont atteints. Dans l'entreprise où il travaillait avant, ce patron gagnait 37 500 € par mois. C'est énorme, Geneviève. C'est énorme et c'est à la fois peu par rapport à ce que gagnent d'autres patrons. En tous les cas, c'est assez scandaleux. Merci. À partir du 18 janvier 2018, il sera possible de s'envoler de Toulouse à Fort-de-France sans escale. C'est ce que vient d'annoncer la compagnie XL Airways. Un vol du même type va relier celle que l'on appelle parfois la ville rose à la Réunion. Mais là, ce sera plus tôt, à partir du 31 octobre. On notera également que la Réunion sera desservie toute l'année par un vol chaque mardi à 23 h avec arrivée le lendemain à 13 h. Pour la Martinique, ça ne sera que du 18 janvier au 26 avril. 6 départs seront disponibles avec un programme adapté aux vacances scolaires de la zone C. Tous les vols seront effectués en Airbus A330, 200 et 300 monoclasses équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. L'aller-retour Toulouse-Fort-de-France sera à partir de 529 € aller-retour, tandis que celui pour Saint-Denis de la Réunion sera de 649 € aller-retour. Ces billets prévoient un bagage de 23 kg en soute, un repas chaud et une collation. On n'est donc pas dans un low-cost pur et dur. On peut bien entendu se demander pourquoi la Réunion est à ce point mieux desservie que nous. Surtout que la compagnie annonce que la clientèle qu'elle cible est plutôt une clientèle de personnes venant faire des affaires. Nous vous avons parlé hier de la manifestation qui a réuni plus de 500 jeunes et leurs accompagnateurs sous le grand carbet du parc Aimé-Césaire hier après-midi sur le thème de la déconstruction du modèle bad boy, les mauvais garçons. Une manifestation organisée par la mairie de Fort-de-France. Sachez qu'elle a remporté un franc succès. Et puis, le saviez-vous? Il existe une association nationale des élus en charge du sport. Elle a participé le mois dernier à une table ronde au Sénat sur le thème des normes sportives applicables aux collectivités. Selon cette association, la problématique des normes est un sujet récurrent pour les collectivités depuis une quinzaine d'années. Il faut dire qu'il y en a actuellement 370 règles à respecter et que ce total est enrichi de 30 nouvelles dispositions chaque année. En 2010, par exemple, la Fédération française de football a voulu imposer une modification des dimensions des terrains, soit 25 000 équipements dans toute la France. Les élus ont refusé. D'une façon plus générale, ils estiment entre 300 millions et 1 milliard d'euros les économies potentiellement réalisées grâce aux actions qu'ils ont menées rien que sur 4 règlements fédéraux et une norme sanitaire qu'on voulait leur imposer et qu'ils ont refusé. Et ils continuent à se battre pour faire baisser ou en tout cas pour rationaliser ces normes. Non sans un certain succès. Partons pour le Brésil, où l'ex-président de la Chambre des députés brésilienne, Eduardo Cunha, a été condamné à 15 ans et 4 mois de prison dans le cadre de l'affaire lavage au Karcher. Cunha a été reconnu coupable des crimes de corruption, blanchiment d'argent et évasion de devises.
Dans sa décision, le juge Sergio Moro a affirmé que Cunha a utilisé l'énorme pouvoir et influence inhérente à sa charge de député pour s'enrichir de façon illicite. Il a en effet reçu 1,5 million de dollars de Petrobras, l'entreprise pétrolière nationale du Brésil, pour avoir permis à cette dernière d'obtenir un contrat d'exploration au Bénin. Cette condamnation est la première pour Eduardo Cunha. Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision qui a, selon eux, été prise avec une rapidité qui prouve la partialité avec laquelle Sergio Moro a traité l'affaire. En attendant, l'ex-président de la Chambre reste incarcéré pour divers motifs. L'un d'eux étant que même en prison, Cunha a continué à proférer des menaces et à exercer divers chantages. Il aurait par exemple fait parvenir par ses avocats à l'actuel président du pays, Michel Temer, un certain nombre de questions ayant pour objectif de faire pression sur lui. Notons que Cunha fait également l'objet de 2 autres actions en justice, ainsi que de 5 enquêtes. Il aurait notamment reçu un pot de vin de 5 millions de dollars dans le cadre de l'acquisition par Petrobras d'un bateau destiné à sonder les fonds marins. Rappelons que malgré une accumulation de preuves obtenues en partie grâce à la collaboration de la Suisse, Cunha a toujours nié posséder des comptes à l'étranger. Il a par ailleurs utilisé tous les moyens pour ralentir le déroulement de l'enquête et du procès diligenté contre lui. C'est donc cet homme qui est à l'origine de la destitution de l'ex-présidente du Brésil. D'ailleurs, alors qu'il faisait déjà l'objet de plusieurs procédures judiciaires, c'est lui qui, à la Chambre, a présidé les débats qui ont abouti à la décision d'impeachment prononcée contre Dilma Rousseff. Geneviève. Oui, c'est vraiment dramatique parce que le Brésil a longtemps subi des dictatures et puis la démocratie a eu beaucoup de mal à éclore et puis on pensait, notamment avec l'élection de Lula, etc., que définitivement le pays était sur les rails, d'autant plus qu'économiquement ça allait bien, mais on voit que finalement eh bien, tous les réflexes de corruption sont totalement présents et le pays va mal de nouveau économiquement, les pauvres sont de plus en plus pauvres. On a vraiment l'impression d'un immense gâchis, d'un immense retour en arrière. Et malheureusement, le Brésil n'est pas le seul à subir cette évolution. On a aussi parfois l'impression de vivre une évolution un petit peu dans ce sens, même dans les pays développés. Merci Geneviève. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Le destin fait parfois curieusement les choses. Ainsi, c'est pratiquement en même temps que sont publiés 2 livres écrits par des femmes et dans lesquels elles se racontent. C'est ce que l'on appelle des autobiographies. Un de ces livres s'appelle « L'indispensable pardon » et l'autre « Progressons ». L'indispensable pardon est lourd de 260 pages et il est écrit par Victoire Jeannot. Le second compte 166 pages et il est écrit par Karine Ouakami. Le premier, l'indispensable pardon donc, a l'apparence d'un livre austère, d'une couleur relativement sombre, et sur sa couverture il y a 2 dessins, un peu flous tous les 2. L'un représente une Martinique d'antan et l'autre la Tour Eiffel, posée elle aussi sur un Paris ancien. Le livre de Karine Ouakami a au contraire une apparence très joyeuse, avec une couleur très claire, que vient éclaircir encore une très jolie photo de l'auteur, que l'on sait blanche et blonde, ce qui en ajoute à la clarté donc de la couverture. Une clarté traduite par ailleurs dans le sous-titre de ce livre, vers le rayonnement de l'outre-mer pour une France performante. On peut le voir ainsi. Mais les mauvaises langues, il y en a tant, pourraient dire que c'est l'affirmation, ou plus exactement la preuve, que nous ne sommes toujours pas sortis du pacte colonial, ce pacte au terme duquel le seul objectif de la colonie était de participer à la richesse de la métropole. Ici, notre rayonnement n'a pas d'autre vocation que de participer à une France performante. Mais réfléchissons plus avant. Est-il possible ou pas de tirer une fierté légitime du fait que la France, ce grand pays développé et qui, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU,
fabrique la politique du monde, est-il possible d'éprouver une fierté légitime en imaginant que ce pays-là ne peut être performant sans nous, l'outre-mer? N'est-ce pas, au fond, ce que disent sans cesse nos élus au gouvernement de la France quand ils lui expliquent que sans les outre-mer, la France serait un pays plus que moyen, ou encore que les outre-mer possèdent d'inestimables richesses au fond de leurs océans, au cœur de leur territoire, et que donc il faut les développer plutôt que d'avoir l'impression de leur faire la charité. Notons que cette problématique des outre-mer faisant la richesse de la France ou la rendant plus performante fait partie de notre histoire. Rappelons, chacun l'a appris à l'école, que Louis XV préféra céder le Canada aux Anglais plutôt que les Antilles. En tout cas, nous voilà plongés déjà dans de nombreuses réflexions, rien qu'à regarder les livres de Victoire Jeannot et de Karine Roy-Camille avant même de les avoir ouverts. Nous vous rendrons compte de ces deux livres la semaine prochaine, mais sachez d'ores et déjà que si vous faites le malheur de les ouvrir l'un comme l'autre, vous vous condamnez irrémédiablement à ne pas les lâcher avant de les avoir finis. Preuve, bien entendu, qu'ils sont particulièrement intéressants. Parlons santé maintenant. Il est question ce soir de post-trauma. Après avoir subi un épisode de stress intense, agression, guerre, victime d'une catastrophe naturelle, d'un accident industriel, certaines personnes peuvent souffrir de ce que l'on appelle un stress post-traumatique. Celui-ci se manifeste par des symptômes très handicapants: phobie, stress, troubles du sommeil, sursaut, troubles cardiaques, et qui sont liés aux souvenirs que l'on se remémore en boucle ou pensées négatives obsédantes. Actuellement, le traitement repose sur des antidépresseurs, les thérapies comportementales et une méthode fondée sur le mouvement des yeux pour dissocier souvenirs et émotions. Mais des chercheurs testent aujourd'hui un médicament déjà existant. Ce médicament dissocie le souvenir et l'effet émotionnel. Le professeur Philippe Brims, directeur d'un laboratoire du stress traumatique à Toulouse, rattaché à l'hôpital de Casteldardy, a testé ce médicament utilisé depuis plus de 10 ans dans le traitement de l'hypertension et de la migraine. Cette molécule n'efface pas le souvenir traumatique, mais les patients traités n'en souffrent plus dans 70% des cas, le souvenir n'ayant plus les mêmes effets émotionnels. Le médicament agit rapidement sur le cerveau, 1h30 après la prise, et est durable. À ce jour, une quarantaine de personnes ont bénéficié de ce traitement, dont une dizaine de victimes de l'explosion de l'usine d'AZF en 2011. Les tests se poursuivent et le prochain essai sera mené contre placebo. Ce traitement paraît prometteur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Merci Geneviève pour vos commentaires. Merci Getty de m'avoir accueilli. Merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Bonne soirée et bon week-end également à tous. Nous remercions ceux qui ont participé à la réalisation de ce journal: Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Génie Georges, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h, lundi à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Il est aussi possible de revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Passez un très bon week-end, prudence et que Dieu garde la Martinique.